Alors si je reviens sur le lien énergie-climat, ce qu'on renomme la double contrainte carbone, vous allez comprendre pourquoi. Au fond, si je reprends le système planète Terre, le Soleil émet des photons qui se transforment en chaleur au contact de la Terre. Sans atmosphère, la température à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés. On l'a vu avec Mars récemment dans l'actualité, qui a une température plus faible que nous et une atmosphère beaucoup plus ténue. Avec une atmosphère qui retient en partie la chaleur, la température à la surface de la planète moyenne annuelle du globe est de 15 degrés. Malheureusement, le CO2 vient bien sûr ajouter au problème, puisque l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère provoque un effet de serre complémentaire, avec un mécanisme de forçage radiatif, qui fait que cette énergie supplémentaire qui est retenue fait monter la température moyenne de 1 degré. Donc aujourd'hui, en point de passage, on est à peu près à plus 0,9, plus 1 degré par rapport à la moyenne constatée depuis qu'on mesure ce dernier siècle. Le problème, c'est que si la quantité de CO2 continue à augmenter, on va franchir les 1,5 degrés et peut-être en 2100, aller très au-delà des 2 degrés, avec un scénario aujourd'hui du pire, mais qui est quand même réaliste, qui est listé dans les travaux du GIEC, de l'IPCN, de plus 8,5 degrés. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas parlé des gens, on n'a pas parlé d'affect, on n'a pas parlé d'humanité, donc il faut humaniser ce que ça veut dire, parce que finalement... Si je peux me permettre, Xavier, c'est le scénario 8.5, il fait plus 5 degrés. Oui, merci. Tu as fait un tout à fait. Oui, tout à fait. Merci pour le correctif. Ce scénario de plus 5 degrés, qui est plutôt sur la fourchette haute, mais qui est quand même pas du tout irréaliste dans les travaux du GIEC. Donc pour illustrer, 5 degrés, c'est pas forcément facile à intuiter. Donc je vous ai remis ici l'Europe il y a 20 000 ans. Donc vous voyez que l'Europe il y a 20 000 ans, elle a une surface donc des mers qui sont plus petites. L'Italie est plus grosse, l'Espagne va au-delà de ses frontières actuelles, et puis on a une énorme couche de glace dans toute l'Europe du Nord. Donc une surface terrestre carrossable qui est beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, alors que seulement 5 degrés séparent cette image de l'image actuelle. Donc 5 degrés, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et un couvert végétatif et une topographie qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'Europe actuelle. J'ajoute que ce 5 degrés de température moyenne, on estime que chaque degré au-delà des 2 degrés, pourquoi on prend les 2 degrés, c'est une convention finalement, mais chaque degré au-delà des 2 degrés, on estime que ça va déplacer donc des réfugiés climatiques, pour illustrer les choses, entre 600 millions et 1 milliard de personnes pour chaque degré supplémentaire au-delà des 2 degrés, puisque vous le voyez ici, entre la baisse des rendements agricoles, la multiplication des vagues de chaleur, en fait, il y a une partie de la planète Terre, notamment la bande tropicale, mais pas que, qui va devenir tout simplement invivable pour le corps humain. Et donc les gens vont avoir à se déplacer massivement si on engage très au-delà des 2 degrés. Des études complémentaires montrent aussi une multiplication attendue des agents pathogènes qui sont emprisonnés dans les couches de glace et de permafrost actuelles. Une augmentation du niveau des océans qui sera différenciée en fonction des calottes glaciaires qui vont aller jusqu'au bout de la fonte, puisqu'il y a des calottes glaciaires qui sont dans l'eau, et donc quand elles fondent, ça prend moins de place, et puis des calottes glaciaires comme l'Antarctique qui sont sur Terre, et donc quand elles fondent, vont venir augmenter le niveau des mers de manière importante. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est préserver ces 2 degrés, ces écosystèmes, les systèmes techniques mis en place par l'humanité et les systèmes sociétaux. La question, c'est comment on va faire pour s'adapter. Alors on peut se dire, pas grave, on s'est toujours adapté, on va continuer à s'adapter. Mais en fait, s'adapter, c'est avoir des kilowattheures à disposition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le sang de l'économie, c'est le pétrole, ce sont les énergies fossiles. Et c'est ça qui fait qu'on est Iron Man, qui fait qu'au grosso modo, on considère, quand on fait le calcul de
le travail que les machines effectuent à notre place pour nous fournir tout ce qui nous entoure, hein, pour nous aider à construire nos maisons, pour nous fournir nos matériaux, pour nous fournir nos vêtements, pour nous fournir nos ordinateurs, pour nous fournir le dispositif de visio qu'on utilise ce soir. On considère que c'est comme s'il y avait 200 esclaves, si je traduis ça en watts, qui travaillaient à notre disposition en permanence. Donc chaque humain a 200 esclaves qui travaillent pour lui en permanence. Et ça, c'est quoi? C'est l'énergie contenue de manière concentrée dans toutes les énergies, mais en particulier dans les énergies fossiles qui ont des caractéristiques particulières en termes de concentration qui font que c'est le sang de l'économie et des échanges en particulier. Donc c'est pas tout à fait sûr qu'on va s'adapter, et au Shift on modélise ça de la manière suivante, c'est le point où je voulais en venir, qui est une espèce de double problème. C'est quand on regarde ce système, malheureusement le pétrole génère du CO2, alors le pétrole, le gaz, le charbon, hein, les énergies fossiles, mais en particulier le pétrole. Mais le CO2, il complexifie notre survie puisqu'il fait augmenter la température moyenne à la surface du globe. Et malheureusement, notre survie, elle va dépendre de notre capacité à bien utiliser nos systèmes et les transformer. Donc en fait, pour transformer nos systèmes, on va avoir besoin énormément d'énergie. Parce que si on veut changer les choses, il faut changer la manière dont on s'habille, il faut changer la manière dont on utilise le numérique, il faut changer la manière dont on habite plus ou moins loin de son lieu de travail, il faut changer la manière dont on prend l'avion ou pas pour partir en vacances. On est face à un sujet systémique, j'y reviendrai. Et donc nos systèmes dépendent du pétrole pour réussir ce tour de force de transformation, et le pétrole génère du CO2. Donc vous voyez qu'on est sur une espèce de boucle vicieuse où on a une course contre la montre qui est lancée. Donc je le redis sans faire peur, mais disons que si on veut que les choses bougent, il faut créer de l'émotion, et il y a une véritable urgence. Pour faire les 2 degrés, pour vous donner un exemple, il faut probablement éteindre la totalité des centrales à charbon dans les 30 prochaines années. Comment elle s'exprime, cette double contrainte carbone? Le fossile qui génère du CO2, on estime qu'on a un budget carbone pour tenir les 2 degrés qui est de 1200 milliétonnes de CO2. Enfin gigatonnes, pardon, de CO2 qu'on reste à émettre, qui sont restants à émettre d'ici 2100. Et en bas à droite en rouge, vous voyez ce qu'on a émis en 2017. Donc le dessin valant mieux qu'un discours, vous comprenez que notre trend, notre consommation annuelle structurelle de CO2, qui n'a baissé que de 5% avec l'épisode du Covid de 2020, et vous voyez ce que 5%, ce que ça veut dire comme mise au régime par rapport à l'activité humaine qu'on a eue en 2020 par rapport aux autres années, c'est déjà beaucoup trop par rapport à ce qui nous reste à émettre. Et puis, nos systèmes dépendent massivement du pétrole et d'autres ressources finies. Donc, on va avoir un problème au fur et à mesure que le pétrole viendra à manquer pour transformer la manière dont on fonctionne. L'objectif de degré, c'est quoi? Si on avait démarré en 2018, il aurait fallu baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an. Et plus on attend, plus la pente de cette courbe, elle devient drastique, et jusqu'à atteindre probablement un point où ce sera infaisable. Si on attend jusqu'en 2025 avant de s'y mettre résolument, avant de prendre au sérieux cette histoire carbone, la pente, elle sera de 10%. Autant veut dire que 10%, c'est quasiment infaisable. Donc malheureusement, plus le temps avance, plus il est probable qu'on ne fasse pas les 2 degrés, en tout cas au train où vont les choses. Et c'est malheureusement pas le plan de relance qui, quand on essaye de le chiffrer, ne va pas à hauteur des 40% de gaz à effet de serre promis par l'État, qui va faire changer le shift entre guillemets d'avis ou de sentiment que les choses ne vont pas assez vite. Donc il faut accélérer, et pour autant, il ne faut pas considérer que c'est totalement perdu, parce que chaque dixième de degré au-delà des 2 degrés qu'on économisera compte dans l'histoire qu'on s'est racontée. Les ressources, un rappel, mais que vous connaissez bien en tant qu'électricien et ingénieur, c'est que la couverture médiatique des énergies renouvelables au sens large est inversement proportionnelle à leur place dans le mix énergétique mondial. Donc on n'a jamais consommé autant de charbon qu'aujourd'hui, enfin modulo la crise du Covid, on n'a jamais consommé autant de pétrole qu'aujourd'hui et de gaz. Et malheureusement, les énergies s'empilent et ne se substituent pas, en tout cas pas à la vitesse à laquelle les médias voudraient nous faire croire pour nous mettre sur une trajectoire résolument optimiste par rapport aux émissions de gaz à effet de serre.
Et donc les émissions de gaz à effet de serre qu'on consomme, c'est 85% d'hydrocarbures au niveau mondial. Et je le redis, ce mix énergétique, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de produire la totalité de ce qui fait, la quasi-totalité de ce qui fait notre civilisation moderne. Il nous permet d'extraire des minerais, de fabriquer tous les produits de consommation, les raffineries et de fabriquer tous les objets qui nous permettent de nous mouvoir, de communiquer entre nous, de nous habiller. Si on regarde enfin, qu'est-ce que ça veut dire en analyse sectorielle? Alors d'abord au niveau européen, on a différents secteurs qui sont structurellement des gros émetteurs de gaz à effet de serre, donc à peu près un quart au niveau européen pour la production de chaleur et d'électricité, un cinquième pour les transports, un cinquième pour l'industrie, 12% pour l'agriculture et puis le reste dans le résidentiel, le tertiaire et les autres. Pour baisser le CO2, vous voyez bien qu'il n'y a pas de coupable tout désigné, il va falloir toucher à tous les secteurs. Et pas uniquement, on ne pourrait pas se dire, bah tiens, j'arrête de manger de la viande, même si ça va y contribuer de manière importante en termes de gestes individuels. L'agriculture, c'est que 12%, entre guillemets. Tout ça est à peu près réparti et nous empêche d'avoir, ou en tout cas, ne cibler que certains secteurs est probablement une erreur en termes de méthode. Au niveau français, vous le savez, notre électricité est en nucléaire. La part d'émissions de gaz à effet de serre dans la production, dans ce camembert lié à l'énergie est beaucoup plus faible. Et du coup, les autres secteurs prennent le pas, notamment les transports qui sont issus de la chimie du pétrole pour ce qui concerne leur consommation énergétique. Donc nos systèmes dépendent du pétrole. Et je vous renvoie à d'autres travaux du Shift. On a eu la chance d'avoir accès à une base de données qui s'appelle la base Rystad, qui fait l'état exact des réserves connues, des états des puits de pétrole actuels, de ce qu'on pense pouvoir encore découvrir et exploiter, et qui montre que, comme l'a dit Total récemment aussi, dans les 10 à 15 ans, il n'est absolument pas improbable qu'on ait un risque d'approvisionnement, et l'Europe est particulièrement exposée puisque c'est après la Chine le deuxième importateur mondial de pétrole, et que nos réserves en propre, notamment en mer du Nord, sont toutes en déclin. Enfin, et je le redis d'une manière autrement, en France, donc on a coutume de dire, et vous ferez bien la distinction, que notre énergie étant nucléaire et décarbonée, c'est faux en fait quand on regarde. Donc c'est vrai pour l'électricité, mais c'est faux pour notre mix énergétique. Bien sûr qu'on a un mix énergétique qui s'appuie fortement, c'est la partie à gauche, majoritaire sur les produits pétroliers, et pas uniquement sur des choses décarbonées. Alors quelques mots sur le plan de transformation de l'économie. Donc c'est la base Rystad dont je vous parlais, donc je ne vais pas vous commenter ce camembert qui redit pays par pays où en sont les ressources. Donc vous le comprenez, du rouge c'est en déclin moyen à fort, en passant par le jaune et le gris à peu près stable ou en augmentation, et puis le vert, les pays qui sont sur une augmentation de production pétrolière prévue, certaine ou incertaine. La plupart de nos pays aujourd'hui dans lesquels on s'approvisionne sont dans le rouge ou le orange. Donc nos systèmes sont vulnérables, et pour rendre nos systèmes moins vulnérables, le Shift a lancé depuis mars 2020, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont participé à la campagne de crowdfunding, de financement coopératif, parce que le Shift c'est une petite association, il y a 2 ans il y avait 12 personnes au Shift, pour quelque part modéliser l'économie française et se dire finalement, pour faire les 2 degrés, de manière plus précise et sectorielle, comment faut-il faire pour rendre nos systèmes résilients. Donc l'objectif du plan de transformation de l'économie dont vous entendrez parler, c'est de donner des préconisations et faire un exercice de simulation de l'économie pour rendre nos systèmes résilients. Alors, nos systèmes résilients, ça veut dire qu'on va toucher aux infrastructures et on va toucher aux services. Vous avez bien vu, on s'est bien tous rendu compte que la crise du Covid a démontré qu'on avait un certain nombre de sujets qui n'étaient absolument pas résilients. Approvisionnement en masques, fonctionnement de certaines usines ou de certains services, et que du coup, on n'était absolument pas résilient par rapport à un aléa sanitaire. Alors, si on regarde en termes d'économie,
il ne faut pas uniquement regarder les secteurs, il faut regarder les gens. Et du coup, on va s'intéresser dans cette modélisation aux aspects sociétaux et aux emplois. Puisque si vous dites à un gilet jaune que le prix du pétrole à la pompe augmente et que pour lui, c'est inaudible, peut-être qu'en lui proposant une contrepartie, donc une incitation ou des facilités pour déménager plus proche de l'endroit où il travaille ou pour trouver un travail plus proche de l'endroit où il habite et baisser sa dépendance à la voiture et donc au pétrole dont le prix augmente, bah, peut-être qu'il sera d'accord pour envisager la solution et qu'il n'ira pas, sur les ronds-points bloquer la circulation. Donc comment on modélise ce système? Bah, on a des inputs, des entrants, des matières premières. L'économie française, elle a besoin d'énergie, elle a besoin d'infrastructures. Et puis en sortie, elle génère des externalités, des déchets, des biens, des services. Et donc si on traduit ça, elle consomme de l'acier, du ciment sur la gauche, elle consomme de l'énergie, donc des térawattheures électriques, gaziers, pétroliers, elle a besoin d'hectares, de kilomètres de route. À l'intérieur de ça, elle crée des emplois. Alors quel type d'emploi? Où sont créés ces emplois? Pour quelle finalité? Et puis dans les externalités, on a évidemment le CO2 qui va être un paramètre privilégié qu'on va regarder avec attention, des déchets qu'on collecte, et puis en bas à droite, des produits qu'on fabrique, qu'on vend, qu'on distribue, des voitures, des smartphones, des festivals qu'on organise, puisqu'on modélise aussi des secteurs qui ne sont pas forcément modélisés de manière habituelle. Alors les secteurs qu'on modélise justement, il y en a une quinzaine, je ne vais pas faire le détail ici, je serais bien en peine d'en parler, puis ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais pour terminer là-dessus, disons qu'on modélise une quinzaine de secteurs, vous voyez des secteurs clés, l'industrie, la mobilité, le numérique dont je vais parler juste après, mais il y a aussi la culture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche. Typiquement, la culture, quand on regarde en détail, on s'aperçoit qu'effectivement, l'organisation de festivals, c'est des choses qui sont assez consommatrices émetteurs de gaz à effet de serre, parce que voilà, ça fait prendre des transports aux gens, ça mobilise énormément de moyens sur les sites des festivals, etc. etc. Donc c'est en cours, il y a des résultats qui vont être produits, il y a une big review actuellement qui consiste à montrer ces résultats intermédiaires et demander l'avis des internautes, des experts pour élargir le champ des idées et s'assurer qu'on n'a pas oublié des choses importantes. Et on fait ce qu'on appelle un rebouclage, puisque en systémique, vous le savez, tout est lié à tout. Et si vous ne faites pas attention, quand vous bougez un aspect, de toute manière, ça fait bouger les autres et vous avez des boucles de rétroaction qui se mettent en place et éventuellement des goulets d'étranglement. Si on se dit qu'on va massivement passer de la chaudière au fioul à la chaudière à bois et massivement construire des maisons en bois et massivement isoler avec du bois en isolation extérieure nos bâtiments existants, on va peut-être avoir un goulet d'étranglement sur le bois dont on a à disposition avec notre foresterie et notre agriculture par ailleurs. Donc on modélise ces boucles et ça conduit à des arbitrages. Plutôt de la mobilité, si oui, plutôt des biocarburants, quelles sont les filières de recyclage à privilégier, etc., etc. Tout ça pour aboutir à de la résilience, et c'est ma conclusion là-dessus. C'est cette modélisation qui est très ambitieuse pour une structure de la taille du Shift. Elle sert à deux choses. Elle sert à être prêt le jour où, parce qu'on est convaincu qu'il y aura d'autres crises comme celle du Covid, malheureusement, c'est-à-dire qu'on n'est qu'au début de la déstabilisation de notre système productif et économique mondial, et que du coup, il faut avoir sur la table des propositions pour que, plutôt que redémarrer comme à l'ancienne, comme on a vécu avec le crise du Covid, quelque part dans le plan de relance, il y a des choses nouvelles, mais il y a aussi beaucoup de choses. Finalement, on relance l'aérien sans questionner la valeur de l'aérien sociétal dans le système auquel on devra dans lequel on devra fonctionner dans les années à venir si on veut faire les 2 degrés. Voilà. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas de plan sur la table, c'est pas au moment où on est en situation d'urgence qu'on va inventer des belles solutions. Il faut les inventer au moment où ça va un peu moins mal pour être prêt le jour où il faut les mettre en place. Donc ça soulève des débats de société intéressants. Sur le numérique maintenant, alors, donc, Xavier, vous avez 3 minutes d'avance par rapport à votre timing. Donc, très bien, merci. C'est parfait, vous pouvez prendre votre temps. Super. Où est le numérique dans cette histoire? Il ne vous aura pas échappé que depuis le début, je dis qu'on va parler du numérique, mais il n'apparaît pas dans les secteurs que je vous ai remis ici en camembert. Alors pourquoi? Parce que de manière historique,
Le numérique, c'était pas un secteur à part entière, parce qu'il était un tout petit peu dans le résidentiel, un tout petit peu dans le tertiaire, un petit peu dans autre, un petit peu dans la production, parce que le numérique, il a un double statut. Il a un statut de filière au service des autres filières, puisque le numérique, il digitalise des processus, au fond, il permet de mettre en relation des gens qui n'auraient pas pu être en relation, il permet de digitaliser des documents, il permet d'accélérer des processus, il permet de monitorer. Donc il est partout, mais du coup il est nulle part, parce qu'ici il est diffus dans chacun des camemberts. Et ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est que le numérique, il est en train de devenir, il est une filière à part entière. Et on le savait déjà, sauf que ce qu'on ne savait pas trop, c'est que cette filière, elle a un impact macroscopique sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc je vous ai remis ici un certain nombre de scénarios que le Shift a publiés en 2018, qui sont en cours de remise à jour. On a fait un point de passage du numérique à partir d'une revue bibliographique. Donc j'ai participé à la relecture d'à peu près 200 papiers universitaires sur le sujet. À titre personnel, j'en ai relu une dizaine. En 2019, il y a consensus de la communauté internationale. Donc la dérivée à l'ordre zéro de cette courbe, donc le point de passage en 2019, c'est que le numérique émet entre 3 et 4%, 3,7% grosso modo, avec une incertitude de 0,5% des gaz à effet de serre mondiaux en 2020. C'est déjà plus que toute l'aviation civile mondiale. Donc ce chiffre-là, il a fait beaucoup parler de lui quand on l'a démocratisé, parce que finalement on s'aperçoit, ah oui, mais déjà l'avion, ou avec Greta Thunberg et avec certains pays, alors le mot m'échappe, mais c'est le refus de prendre l'avion des pays nordiques, prononcé en langue native, on s'est aperçu que le numérique c'était plus, qui avait l'air si dématérialisé. Ce 4%, il y a un deuxième aspect à prendre en compte, c'est la dérivée première, je parle à des ingénieurs, et même les dérivées successives, puisqu'au fond, toute l'idée va consister à se dire vers quoi ça évolue. Ces dernières années, le trend d'évolution, on estime que c'était une augmentation entre plus 8 et plus 10% par an. Donc en fait, on est sur une courbe, si on regarde les dérivées successives, exponentielle. Alors il y a débat autour de cette dérivée première, il y en a qui disent c'est plutôt 3, plutôt 4%, puis c'est pas exponentiel, c'est linéaire. Donc c'est pour ça qu'on est en train de mettre à jour nos chiffres. Le consensus qu'il y a, c'est que ça continue à grimper. Donc le numérique continue d'augmenter ses émissions et la crise de Covid ne va pas arrêter ça, puisqu'on s'est massivement reporté sur des moyens de communication digitaux plutôt que des moyens physiques. Et si on y prend garde, en 2025, on sera 2025-2030, on pourrait atteindre, avec le trend d'augmentation actuelle de 9%, autour de 8%. Et 8%, c'est quoi? C'est toute l'industrie automobile individuelle mondiale. Donc on est sur quelque chose de gigantesque. Quand on regarde ce qui passe dans les tuyaux, c'est massivement de la vidéo quand on s'intéresse à ça. Donc là, on vous a remis des courbes actuelles. Donc 80% de la croissance du numérique, elle est tirée par des usages vidéo. Et du coup, très bon réflexe de Thierry d'éteindre les webcams. D'ailleurs, je peux peut-être même éteindre ma webcam. Puis je la remettrai à la fin pour les questions si vous voulez. Parce que c'est la vidéo qui tire un certain nombre des usages. Les vidéos, c'est gourmand dans le carré de la résolution, quel que soit l'algorithme de compression que vous avez au milieu, qui fait gagner des choses de manière conjoncturelle, mais pas forcément structurelle, sur la forme de cette courbe. Les objets connectés, alors l'IoT, au Shift, on le voit plutôt malheureusement comme une gadgetisation, c'est-à-dire il n'est pas évident de trouver des usages de l'IoT qui font effectivement baisser, qui ont un impact net positif sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est beaucoup de la gadgetisation, quoi. On connecte des frigos, on connecte des poêles, on rajoute des caméras de surveillance, et le volume d'objets connectés prospectif dans les prochaines années, vous le disiez ici, il est absolument effarant. Et quand on regarde les usages, c'est pas évident de trouver des usages dont on peut se dire ah oui, ça va dans le bon sens par rapport à la question qui nous est posée climatique. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Alors je vous propose une petite expérience de pensée collective, si vous voulez bien, pour illustrer l'effet rebond, qui est un effet absolument systémique et majeur, qui explique pourquoi on n'y arrive pas dans le numérique au fond, pourquoi ça continue à augmenter de manière exponentielle alors que la technologie ne fait que progresser génération après génération. On va imaginer que vous êtes locataire dans une copropriété et que l'hiver, pour vous chauffer, ça vous coûte 100 € par mois, parce que c'est pas très bien isolé, et que vous devez avoir un pull parce que ça vous chauffe qu'à 18 degrés.
Votre copropriété investit dans une nouvelle chaudière plus efficace, donc sans isoler votre maison. Oui. Est-ce que vous pouvez, pour certains participants, préciser ce que veut dire IoT? Oui, IoT, bien sûr. IoT, ça veut dire Internet of Things, donc c'est l'Internet des objets, donc ce sont tous les objets connectés. Donc c'est la lampe connectée que vous allez pouvoir éteindre ou piloter à distance ou qui va s'éteindre automatiquement en fonction d'un détecteur de présence. C'est la webcam connectée, c'est la place de parking connectée qui va pouvoir renseigner sur une carte l'utilisateur des places de parking qui sont libres dans votre ville. C'est toutes les choses qu'on va connecter dans notre vie de tous les jours. Si je reviens sur l'effet rebond, on a cette nouvelle chaudière et vous allez faire face à un choix. Est-ce que du coup, pour 100 € par mois, grâce à l'efficacité que vous avez, vous allez enlever votre pull et vous chauffer à 20 degrés parce que c'est quand même plus confort? Ou est-ce que vous allez souhaiter ou vous devrez faire des économies et du coup, vous allez continuer à garder votre pull et il ne vous en coûtera plus que 50 € par mois? Donc la question collective, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait dans ce cas-là? En général, ce qu'on fait, alors heureusement ou malheureusement, hein, notre cerveau il est fait comme ça, il est fait pour maximiser son confort et son environnement direct quand il le peut, toutes choses égales par ailleurs, mais on va tourner le thermostat. Donc certains à 19 degrés, hein, tout le monde ne le tournera pas au maximum, mais enfin, statistiquement, on tourne le thermostat. Et l'effet rebond, c'est ça, c'est réinvestir tout gain technologique en surconsommation. Parce que je rappelle, on n'a pas isolé la maison, donc il faut bien faire rentrer plus de calories dans cette histoire. Et donc l'effet rebond, c'est ça. Et l'effet rebond en informatique, depuis 40 ans, il joue à fond. Et il y a encore des derniers papiers universitaires qui démontrent que la 5G et toutes les nouvelles technologies, systématiquement, l'ensemble des gains technologiques qui sont effectués sont malheureusement sont annihilés par la surconsommation que ça implique. C'est cette éternelle 5e voie d'autoroute, si on la construit, qui est immédiatement saturée aux heures de pointe. Alors l'effet rebond, pour l'illustrer de manière très concrète, parce que là je vous ai donné un concept théorique, c'est ça, c'est le téléphone dernier cri poussé par les opérateurs et toute la chaîne de valeur du numérique, qui a 2 écrans au vieux d'un, quand on a un double qui est ouvert ici, en fait il y a 2 téléphones là, superposés l'un au-dessus de l'autre, dessus-dessous. Mais il y en a aussi un de l'autre côté, si vous avez la flemme d'ouvrir votre téléphone, pour avoir accès au grand écran, ça a une résolution supérieure à de la Full HD, 12 Go de RAM, 256 de stockage, donc c'est à peu près égal ou plus que ce que vous avez sur votre PC de bureau. 5 capteurs photo répartis dans 3 lentilles pour faire du grand angle, du petit angle de face en selfie, une bonne douzaine de capteurs et puis qui est compatible avec l'ensemble des normes passées, existantes et presque dans le futur, 5G, Bluetooth, NFC. Et puis 2 batteries, parce qu'une batterie ça suffisait pas pour motoriser ça, de capacité 4500 mAh, qui sont bien sûr pas amovibles. Donc l'effet rebond, c'est ça, c'est que ce truc-là va devenir malheureusement le téléphone de tous à chacun si on y prend garde. Alors à date, il vaut quand même 1200 € parce qu'on a beau extraire des minerais pour de moins en moins cher, ça a quand même son prix, mais progressivement, il va baisser en prix, comme ça se passe à chaque fois, vous pouvez en être sûr. Un autre exemple, Netflix impose le standard de tournage 4K pour être diffusé sur sa plateforme premium. Donc quand Netflix fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il oblige toute l'industrie du cinéma, peu ou prou, à mettre à jour toute sa chaîne de production de films. Et une chaîne de production de films, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, c'est pas juste une caméra avec un ordinateur pour faire le montage derrière. Il y a des machines intermédiaires, il y a des dizaines de systèmes, il y a toute une ingénierie de post-production qui doit être mis à l'échelle pour absorber des images qui vont être de plus en plus gourmandes, qui vont prendre de plus en plus de place en mémoire vive pour mettre des effets, pour faire des incrustations en live pendant les émissions en direct, etc., etc. Donc en fait, couplé à l'augmentation de résolution des écrans, parce que finalement Samsung, il va fabriquer l'écran qui diffuse de la 4K en 60, puis 90, puis 120 Hz pour les joueurs ou ceux qui ont envie d'avoir une image absolument parfaite de 2 mètres de diagonale dans leur salon. Et je ne leur jette pas la pierre pour autant, on a chacun nos contradictions. Mais enfin, ça pousse tout le système et donc ça pousse cet effet rebond. Donc viendra le jour où en 5G, sur le téléphone que je vous présente ici, on regardera de la 4K dans le métro. Est-ce que c'est souhaitable? C'est un peu la question. J'y reviendrai.
Il y a un autre phénomène aussi qui est l'énergie grise, qui est un point important parce qu'on pourrait se dire, au fond, en France, vous pourriez vous dire, moi c'est ce que je me disais au début aussi, mais en France, notre électricité étant nucléaire, on n'a pas de sujet avec le numérique. Moi, quand je suis en train d'utiliser mon PC là, je suis en train de consommer de l'électricité nucléaire pour l'essentiel, en fonction du mix du jour J, mais bon, vous connaissez les chiffres mieux que moi, au moins 80%, j'imagine. Et du coup, j'ai pas de sujet en fait. Donc quand on regarde, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On retrouve l'effet systémique, puisqu'au fond, il y a la phase d'utilisation, vous voyez en bas à gauche, entre les centres de données, donc data center, networks, les réseaux, et devices, les terminaux. Donc les téléphones, qui sont les trois composantes principales du système numérique, si vous voulez, hein, les centres de données, les réseaux d'antennes au milieu, les câbles transocéaniques, et puis à l'autre bout, les terminaux qu'on utilise, tous ceux qu'on utilise ce soir pour se connecter ensemble. Mais vous avez la phase de production en haut à droite, qui est grosso modo la moitié au niveau mondial, puisque pour fabriquer tout ça, il faut des ressources, il faut des machines pour extraire les minerais, il faut de l'électricité pour faire tourner les usines. L'électricité, elle n'est pas aussi décarbonée en France quand vous allez en Chine. Voilà, la Chine qui pendant plusieurs années ouvrait une centrale à charbon nouvelle par semaine, au plus fort de la croissance chinoise. Donc on a un problème systémique, on retrouve cette histoire, il n'y a pas de coupable évident. Dans le numérique, on a une espèce de tragédie quand on regarde un peu les ordres de grandeur, parce qu'on aime bien les ordres de grandeur au Shift. Donc vous avez les catégories de l'ADEME, hein, scope 1, scope 2, scope 3 en différentes couleurs. Donc catégorie 1, c'est directement ce que vous émettez comme gaz à effet de serre. Donc par exemple, vous avez acheté du pétrole et puis vous faites rouler votre voiture, donc vous faites du scope 1. Le scope 2, c'est à travers l'énergie que vous utilisez. Donc ça, typiquement dans le numérique, c'est un data center que vous alimentez à l'électricité. Il va émettre du CO2 puisqu'au fond, il va consommer de l'électricité qui a été fabriquée à partir d'une énergie carbonée. Et puis vous avez tout le scope 3 en amont et en aval. Donc en amont, tout ce qui a servi à fabriquer les objets numériques, les data centers, les équipements réseau, les bornes Wi-Fi, etc., qui contribuent au bilan carbone de l'ensemble du cycle de vie du système numérique. Et puis en aval, les usages ou les émissions de gaz à effet de serre que permettent le produit que vous êtes en train de fabriquer et que vous allez vendre. Malheureusement, dans le numérique, c'est le scope 3, donc le bleu, qui est structurant en fait. Et en particulier en France, puisque notre énergie étant décarbonée, notre jaune, il est tout petit par rapport à ça. Et puis, au-delà de cette phase d'utilisation, sur l'aval, il y a la phase de recyclage. Les déchets sont très mal recyclés. Seulement 17% au niveau mondial des déchets électroniques intègrent une filière de recyclage. Et malheureusement, tout n'est pas recyclé, en fait, parce que sur le fond, on ne sait pas réextraire des traces de germanium ou de molybdène à coût maîtrisé qui sont noyées à l'état de traces dans des puces de silicium ou des circuits imprimés. Et donc, on va avoir un sujet. L'Europe vient de republier une liste sur 80 matériaux du tableau périodique des éléments. Il y en a 27 qui sont tagués, étiquetés comme en possible pénurie d'ici à 10 ans, ou en tout cas en difficulté structurelle d'approvisionnement. Donc le sujet, c'est pas après-demain. Pour un certain nombre d'entre eux, le sujet, c'est demain. Pour terminer sur la France, quand on prend ces émissions de gaz à effet de serre liées au numérique, vous voyez que la part bleue à gauche, actuelle ou projetée, c'est plutôt de l'énergie amont, puisque notre électricité étant décarbonée, au fond, c'est la phase de fabrication qui devient structurante si on néglige, ces graphiques-là négligent la fin de vie qui est assez difficile à mesurer et dont les premières mesures montrent qu'elle est assez négligeable dans cette histoire, pour l'instant. Donc ça, c'est l'exemple du smartphone. Quand vous ouvrez un smartphone tout neuf, que vous le sortez de sa boîte, vous avez consommé en France 90 à 94% de son sac à dos écologique. Au fond, le mal est déjà fait. Donc votre première idée, ça va être de le conserver le plus longtemps possible. Alors que fait-on à titre individuel quand on voit tout ça sur le numérique? Je vais commencer par les aspects individuels. Alors déjà, on appelait un peu les bras dans le lit. Je vois souvent deux postures quand je donne des conférences. Il peut y avoir la posture de gauche ou un peu la posture de l'innocent. En gros, c'est pas moi, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec moi. Ces chiffres-là me parlent pas, c'est pas moi, c'est pas mon quotidien. Moi, je fais quelques gestes, je fais attention. Et puis à l'autre extrême, celui qui se sent coupable, donc quelque part, qui va dire mais au fond, on est déjà foutu, c'est trop tard, on est fataliste.
l'humanité est foutue, l'Antarctique est en train de fondre, et d'ailleurs beaucoup plus vite que ce qu'on pensait au départ, le permafrost aussi, donc il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Donc nous au Shift, on propose une attitude évidemment active entre les deux, qui consiste à être co-responsable, donc qui consiste à dire j'ai des leviers dans ma vie professionnelle, j'ai des leviers dans ma vie personnelle, puis si vous êtes là ce soir à écouter cette conférence, c'est que vous en avez bien conscience au fond. Et du coup, qu'est-ce que je fais pour dans des associations auxquelles je participe, qu'est-ce que je fais pour activer les leviers que j'ai à mon niveau pour améliorer la situation? Et ça a le double bénéfice de se mettre dans l'action, donc d'être moins dans la peur ou dans l'angoisse. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de me mettre à l'action et de comprendre que j'étais pas tout seul, parce qu'il y a 10 ou 12 ans, j'étais bien seul sur les questions, enfin, je me sentais seul sur les questions écologiques, même s'il y a déjà des gens qui avaient tiré les sonnettes d'alarme. En tout cas, sur le numérique, le sujet, il était confidentiel, disons. Donc, c'est se mettre à l'action. Alors, se mettre à l'action, pour les Français, on émet 11 tonnes de CO2 par an, à travers, en direct ou indirect, à travers tout ce qu'on consomme. Et puis, si on veut faire les accords de Paris, il faudrait qu'on passe à 2 tonnes par Français. Et grosso modo, aujourd'hui, le numérique, donc je vous ai remis les sources là-dessous, c'est 450 kg par Français et par an. Alors, smartphone, si vous le gardez 2 ans, ça va être 50 kg, votre laptop, ça va être 60 kg, etc., etc. Quand vous utilisez un assistant vocal quand vous dictez un SMS ou vous dictez quelque chose à votre téléphone ou à votre PC, bah, ça fait appel à un serveur qui reconnaît votre voix, etc., etc. Quand vous faites une recherche Google, etc., etc. Donc, vous voyez la taille de la marche qui reste à franchir. Pour terminer sur ces aspects individuels, qu'est-ce qui reste? Voilà, je vous donne quelques exemples de choses à faire. Donc la première chose à faire en France en particulier, mais en général aussi, c'est de challenger le nombre d'appareils connectés que vous avez. Est-ce que vous avez besoin de cette deuxième télé, ou est-ce que cette deuxième télé, vous avez besoin de la mettre dans votre chambre ou aux toilettes, que sais-je? Est-ce que ça ne vous suffit pas d'avoir une seule télé? Pour augmenter la durée de vie d'un matériel, bah, il faut le protéger. Donc typiquement, moi j'avais l'habitude de casser mon téléphone parce que j'avais pas de housse. Et en fait, 50% des pannes des téléphones, c'est soit l'écran, soit la batterie. Et puis juste derrière, un peu la connectique qui s'use, ou un composant. Donc en fait, le geste le plus simple avec votre smartphone que vous pouvez faire dès demain, c'est d'acheter une housse pour être sûr que quand il tombe, il ne se casse pas, et d'essayer de le recharger pas trop souvent, parce qu'au bout de 500 cycles de recharge, la batterie, elle fatigue. Et si malheureusement la batterie est soudée, comme c'est le cas dans la plupart des téléphones aujourd'hui, pour des enjeux de miniaturisation, alors que les batteries étaient amovibles encore il y a quelques années, vous vous en souvenez, eh ben, vous allez devoir acheter un téléphone. Donc faites durer vos objets, en faisant attention au numérique qui est caché dans tous les appareils. Donc il y a sûrement des appareils dont on n'a pas forcément besoin de la dimension connectée. En s'appuyant sur des fournisseurs responsables, enfin. Je cite Seb parce qu'ils ont un énorme entrepôt. La direction marketing de Seb, c'est pas du numérique, mais il y a un certain nombre d'acteurs comme ça. Reventa le fait aussi, qui ont des usines en France et qui ont des stocks énormes, donc qui vous garantissent que vous aurez des pièces détachées pour votre appareil pour les 10 prochaines années. Donc ça va dans le bon sens parce que ça allonge la durée de vie. Le Fairphone, qui est un téléphone qui source tous ces minerais et qui assure des mises à jour pendant très longtemps, il redéveloppe les couches de compatibilité pour passer les mises à jour d'Android très au-delà de ce que Android souhaiterait. Donc Google, donc il prolonge la durée de vie de votre téléphone. Et puis Télécop, qui est un fournisseur qui vient juste de se créer, fournisseur de téléphonie, où vous payez au giga consommé. Donc quelque part, vous commencez à vous auto-restreindre, puisqu'au fond, il y a un lien qui se crée entre votre consommation, qui n'est plus illimitée, et puis le prix que vous payez, au-delà de quelques gigas qui sont donnés au départ dans le forfait. Donc il vous pousse à un comportement vertueux. Sur le réseau, n'hésitez pas à éteindre votre box la nuit. Vous le savez, la box la nuit, je dirais pas que c'est structurant, mais c'est pas anecdotique. Tous les systèmes qui sont allumés la nuit alors qu'ils servent à rien en France. Et puis enfin, sur les usages, il y aurait énormément à dire. Je ne vais pas pouvoir détailler, mais écouter de la musique sur YouTube, c'est pas une bonne idée pour avoir de la vidéo en même temps. Il faut écouter de la musique soit avec des MP3 téléchargés, soit avec des CD que vous avez, soit sur des services de musique, mais qui sont prévus pour ça, qui ne vous diffusent que de la musique. La résolution des vidéos, baisser la résolution des vidéos, désactiver la lecture automatique, parce que on est dans une économie de l'attention. Vous aurez peut-être des questions autour de ça, qui maximise la valeur quand vous passez le plus en plus de temps devant votre écran sur les réseaux sociaux, avec des vidéos qui se lancent automatiquement. Donc je pense qu'il y aura des législations pour interdire la lecture automatique.
Et voilà, et les 5 R fonctionnent, hein, refuser, réduire, réutiliser, recycler, redonner à la Terre, même si c'est pas facile de redonner à la Terre dans le numérique, malheureusement. Mais en tout cas, le reste fonctionne. Questionnez vos besoins. Alors l'individuel, c'est bien beau, mais Carbone 4 a publié une étude en 2019 qui dit qu'au fond, si on était tous des héros pour économiser du CO2, donc on mange moins de viande, quasiment plus de viande, on arrête de prendre l'avion et on limite nos déplacements, on ne ferait qu'un quart du chemin, que 25%. Pourquoi? Parce que les 3 autres quarts, ils sont au sein des entreprises, des associations, des institutions. Et la 5G, c'est le véritable exemple, puisqu'au fond, la 5G, elle traverse toute cette chaîne de valeur du producteur vers le consommateur. Et du coup, on retrouve ce type d'équilibre. Finalement, le consommateur qui sera en bout de chaîne et qui aurait le choix entre acheter un forfait 5G ou pas, alors que tout le réseau d'antennes est déjà déployé, il ne peut faire qu'une partie du chemin à l'institution, puisque, entre guillemets, le reste n'est pas dans ses mains. Alors pour les entreprises, dans le dernier rapport du Shift, on a publié un framework sur lequel on a travaillé presque 1 an, qui est un ensemble d'activités que vous pouvez déployer en entreprise pour ceux qui sont encore en entreprise, pour se mettre résolument sur une cure de remise en forme du numérique. Donc on a pris la métaphore de sportive, hein, tout en haut, pour vouloir maigrir ou pour faire du sport et être en forme, il faut être motivé. Donc il y a tout un enjeu autour de sponsoriser une stratégie informatique durable pour que le top management soit sensibilisé au sujet, parce que vous le savez, en entreprise, si le grand chef il fait d'un sujet une priorité, mécaniquement, ça devient en haut de la pile pour ses collaborateurs et pour les équipes en termes de management. Il y a l'étape de fabrication. Aujourd'hui, les sites internet ne sont absolument pas éco-conçus pour la très large majorité et pourraient rendre le même service fonctionnel, par exemple réserver un billet de train, pour prendre un exemple SNCF, avec beaucoup moins de consommation énergétique et de stockage. Donc ça s'appelle l'éco-conception logicielle. Pour ça, il faut développer une culture numérique durable, il faut avoir un style de vie, il faut avoir un certain nombre de réflexes qui nous poussent systématiquement à regarder les solutions durables plutôt que les solutions maximalistes. Vous avez des fournisseurs aussi, quand on fait du sport, il faut bien s'entourer sur la gauche, parce que ça nous motive, et puis qu'on a l'impression de ne pas être tout seul, et puis qu'on se tire la bourre. Et donc du coup, tout un enjeu autour des fournisseurs, autour d'exigences RSE et des services achats, pour acheter des choses numériques les plus durables possibles. Et là-dessus, je peux vous dire qu'on est au niveau 0 par rapport aux réglementations techniques des bâtiments, que ça fait 40 ans ou 30 ans qu'on tous les 5 ans on les revoit. Alors oui, on négocie la date de la mise en place de la prochaine RT, mais enfin, les niveaux d'exigence augmentent et la performance énergétique et environnementale avec. À droite, la mesure, ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne contrôle pas, donc il va falloir passer à la pesée. Et donc ça consiste pas encore à mettre une comptabilité carbone à côté de la comptabilité euro, mais enfin à faire des points de passage réguliers, annuellement par exemple, pour savoir où sont nos émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'elles sont chez nos fournisseurs, est-ce qu'elles sont sur le matériel qu'on a acheté, est-ce qu'elles sont dans nos usages collaborateurs des outils bureautiques, est-ce qu'elles sont au plus près des clients dans les services qu'on met à disposition, par exemple le Wi-Fi à bord pour la SNCF ou l'objet connecté qu'on va vendre alors que la génération précédente n'était pas connectée, pour savoir où sont les sujets. Et enfin, une gouvernance en bas, un espèce de coach qui va nous dire régulièrement, en prenant un peu de hauteur, est-ce que je mets de l'énergie au bon endroit, au bon moment, pour effectivement maigrir et être en forme. Donc ça, c'est un système de gouvernance, ni plus ni moins. Donc c'est un framework qui est détaillé dans le dernier rapport du Shift et que chaque entreprise et institution, association peut prendre à son compte et intégrer. Sur la mesure, je le redis quand même, on est très très loin de mettre en place une comptabilité carbone. On estime que ça coûterait 1 point de chiffre d'affaires d'une entreprise d'avoir une comptabilité, c'est-à-dire à chaque fois qu'il compte des euros, il compte les externalités CO2 dans un sens ou dans l'autre systématiquement. Donc ça veut dire que quand on veut mesurer le CO2 d'une institution ou d'une grande entreprise du CAC 40, je peux vous dire que c'est un véritable projet pour le mener actuellement avec des collaborateurs à la SNCF, mais c'est pareil chez AXA, c'est pareil chez Orange, c'est pareil chez L'Oréal, c'est pareil chez le OCEA, etc. etc. Faut faire un inventaire exhaustif de tout son matériel, de l'ensemble de ses fournisseurs, il y en a des dizaines, des centaines. Il faut être capable de calculer les facteurs d'émission, donc je dis n'importe quoi,
le smartphone Toto ou Tata, combien il a coûté à produire. Donc, c'est des données qui ne sont pas facilement disponibles. Il faut faire des approximations, des proxys partout, pour enfin pouvoir identifier les grandes masses sur lesquelles agir et puis se mettre en route. Alors la 5G, pour terminer, peut-être Thierry, tu peux me faire un petit point de passage timing? Il est 19h03, donc tu es dans le timing. Ok, très bien. Donc si j'ai encore un quart d'heure, ce sera bon. Oui, tu as encore un quart d'heure, 20 minutes, sans problème. Très bien. Donc la 5G, si on y vient. Alors la 5G, de quoi parle-t-on? On parle de fréquence déjà qu'on alloue au tout départ, puisque c'est la ressource limitante. C'est pour ça qu'elle est allouée par l'État en souveraineté, même si au niveau européen, on se met d'accord un peu sur les fréquences qui sont utilisées pour quoi faire en fonction des usages, mais ensuite c'est bien les États qui ont la souveraineté d'attribution des fréquences et qui génèrent du cash à travers cette ressource qui est concédée pour une durée pour pouvoir réallouer des fréquences quand certains usages disparaissent au profit d'autres. Donc les bandes de la 5G, vous les voyez en violet, il y a des bandes assez faibles qui correspondent au fond à de la réutilisation ou des compléments de bandes 4G utilisées autour des 700 MHz ou des 1,5 GHz. Il y a des bandes de fréquences qui sont spécifiques à la 5G nouvellement attribuées, donc la bande en France des 3,5 GHz, qui est la bande du milieu. Et puis il y a des bandes identifiées en Europe qui ne sont pas forcément en violet et à droite, qui ne sont pas forcément encore allouées en France, mais qui pourront être allouées dans les 4 d'ici à 2023 en fonction du déploiement effectif des premières bandes qui sont allouées. Une fois qu'on a des fréquences, on déploie un réseau. On déploie un réseau d'antennes, on complète un réseau de fibres si nécessaire, parce que les faisceaux hertziens qui étaient utilisés pour faire communiquer des antennes, si vous déployez une antenne dans la Pampa au niveau rural, vous n'avez pas une fibre optique qui arrive au pied du mât. Donc vous devez déployer d'autres faisceaux hertziens. C'est le petit rond que vous voyez sur la photo. C'est probablement un faisceau hertzien pour faire communiquer cette antenne-là vers une autre antenne qui, elle, va avoir une fibre optique au pied. Mais une fois que vous faites passer de la 5G, comme le débit est très très important, et le faisceau hertzien, ça ne marche plus. C'est Shannon, c'est le théorème de Shannon. Donc vous êtes obligé de fibrer un certain nombre de mâts complémentaires en zone diffuse. Et puis, une fois que vous avez déployé tout ça, vous déployez un système de supervision, puis vous basculez au fur et à mesure que vos utilisateurs arrivent de la 4G vers la 5G. Alors, les tuyaux, on est en train de les mettre en place. Ils ont été attribués, malgré les préconisations du Shift et d'un certain nombre d'acteurs, juste de réfléchir un tout petit peu, un peu plus, avant de le déployer, considérant que les gains n'étaient pas forcément suffisants par rapport au coût. Donc on l'a vu avec l'effet rebond, les tuyaux, on va les remplir, ça c'est sûr. Il y a encore des études, des papiers qui démontrent que la 5G, quelle que soit la taille du tuyau, qui est 10 fois plus gros, on va les remplir. Et quand on demande à Arcep, qu'est-ce qu'on va mettre dans la 5G, elle écrit en toutes lettres sur son site, mais je n'en veux pas à l'Arcep, je n'ai pas de reproche à faire à l'Arcep en particulier. Elle ne tiendra toutes ses promesses que si les entreprises, acteurs industriels et d'infrastructures s'en saisissent et inventent des usages innovants. Quelque part, l'Arcep le dit, elle ne sait pas quels vont être les usages qui vont transiter. Alors, quand on regarde d'un peu plus près les usages, on a différents types d'usages qui sont potentiellement envisageables pour la 5G. On a l'industrie du futur, donc on va mettre des capteurs partout dans certaines usines. On a la santé, on va pouvoir être opéré à distance. On a les transports, on va pouvoir connecter les voitures. Les voitures vont devenir autonomes. On va discuter de voiture à voiture. On va inventer des systèmes de transport intelligents et des plateformes logistiques connectées. On a toute la ville intelligente. Donc c'est les poubelles connectées, la vidéosurveillance, la carte des places de parking disponibles. Et puis on a toute l'industrie de l'entertainment. Donc la réalité virtuelle, le cloud gaming en mobilité, la Ultra HD en mobilité. Et quand on regarde le rôle de la 5G, finalement, il n'y a que très peu d'usages pour lesquels la 5G est véritablement indispensable. C'est-à-dire on ne saurait pas faire ces nouveaux usages sans la 5G. Peut-être les voitures autonomes et puis ce qui consomme tout en bas énormément de bandes passantes en mobilité et en synchrone pour des usages synchrones. Il y a un certain nombre d'usages que la 5G pourrait accélérer, puis il y a un certain nombre d'usages pour lesquels la 5G, ce n'est pas le sujet.
Alors, il y a notamment la téléchirurgie. Alors, la téléchirurgie, on nous raconte, donc ça, c'est l'usage de demain, ce qui fait rêver, au fond. Et c'est pas du tout anodin que les médias prennent cet exemple, parce que ça fait rêver. Donc, ce serait l'idée que vous êtes dans une salle ultra connectée, ou c'est même une camionnette du SAMU qui est connectée à la 5G et qui vient vous opérer en bas de chez vous avec un chirurgien qui va être à 800 ou 2000 km de distance. Et grâce à la 5G et à la latence faible, vous allez pouvoir être opéré à cœur ouvert ou à ventre ouvert en urgence ou pas par un médecin. Alors cet exemple-là, je ne vais pas avoir le temps de le déconstruire en détail, mais en fait, quand on regarde dans le détail, il ne fonctionne absolument pas. Évidemment que si vous faites opérer à cœur ouvert, vous n'allez pas vous appuyer sur un seul réseau. Aujourd'hui, toutes ces opérations-là, téléchirurgie, elles se font avec de la fibre optique, elles se font avec des réseaux redondés parce que la perte du réseau, elle n'est pas acceptable. Donc déjà, premier problème. Deuxième problème, la latence qui est nécessaire pour ce type d'opération, c'est à peu près 1/3 de seconde, ce qu'on sait déjà faire en 4G. Hein. La 5G n'apporte rien à ce titre-là. Et puis troisième sujet, la camionnette qui se déplace, ça peut être intéressant, notamment en race campagne, pour aller opérer des gens là où les hôpitaux ne sont pas là, ou sont trop loin, entre guillemets. Mais enfin, c'est précisément les endroits qui sont des déserts numériques structurels, avec des gens qui ne sont toujours pas connectés ni en 3G ni en 4G pour une partie du territoire. Donc quid de la 5G à ces endroits-là? Donc c'est un cas d'école qui ne résiste pas au réel. Un dernier chiffre, il y a à peu près 8,5 millions d'opérations chirurgicales en France, et à côté de ça, il y a 350 millions de consultations médicales, à peu près 6 par Français et par an sur les dernières données. Peut-être que si on voulait avoir un véritable changement bénéfique pour tous les Français, on devrait peut-être regarder d'abord, mais je comprends que ça fasse moins rêver, mais on devrait peut-être regarder d'abord ce qui est utile, et donc comment on pourrait au moins faire de la téléconsultation, ce qui a commencé à se déployer pendant le Covid, pour des actes simples qui ne nécessitent pas de contrôle de visu de son patient. Après, on peut être d'accord ou pas avec ça, hein. Mais en tout cas, on pourrait s'attaquer au gros morceau qui peut se déployer à infrastructure constante et qui apporterait de la plus-value et peut-être des baisses de coûts de la santé en France, avant de regarder cette espèce d'hubris et cet exemple qui n'en est pas un et qui ne résiste pas au réel. L'effet rebond va jouer à fond sur la 5G. Accélération du renouvellement des terminaux de tout le monde. Donc là, moi, j'ai appris, Free m'a envoyé un texto, mon forfait a basculé automatiquement en 5G. Donc, entre guillemets, je n'ai plus qu'à changer mon téléphone. Au niveau des antennes, au milieu, sur les data centers à droite d'abord, pour servir ces nouveaux écrans magiques et ces nouveaux devices, il va falloir des contenus toujours plus beaux. Et puis, il va bien falloir motoriser ces nouveaux usages avec du edge computing. Et puis, entre les deux, tout le réseau doit upgrader son infrastructure, déploiement d'un nouveau parc d'antennes à peu près partout dans le monde, et de plus en plus capillaire, puisque comme les fréquences qui augmentent ont des portées de plus en plus faibles pour ne pas avoir des débits, des watts d'émission, si vous voulez, des puissances trop élevées pour le corps humain, devront être de plus en plus capillaires. Et puis la 5 plus de 5G, on l'a vu, c'est plus de tout. Donc les portails automatiques connectés en 2G, là, se généralisent à tout type d'objets, puisqu'au fond, une fois qu'on a la 5G, on peut connecter tout un tas d'objets qui ne pouvaient pas être connectés. On peut installer plus de caméras, on peut installer plus de tout. Au Shift, je vous renvoie aux travaux du Shift sur le rapport qu'on vient de sortir sur le modèle Stern, qui est un modèle tout simple, mais qui permet de se dire, au fond, quand j'ajoute une couche connectée à un objet, est-ce que j'ai des véritables gains énergétiques et donc de CO2 in fine? Et c'est la question qu'on devrait se poser, peser le pour et le contre de chaque objet à la lumière environnementale. Donc nous, au Shift, on n'est pas pour ou contre, peut-être je le redis là, au fond, on est bien conscient, moi je suis un acteur du numérique, je fais de la transformation digitale au quotidien, donc je vois les avantages et les gains que peut apporter le numérique dans des processus industriels comme ceux de la SNCF ou comme ceux de toutes les entreprises avec lesquelles on discute au Shift. Donc on n'est pas là pour dire la technologie c'est mal, on est juste là pour se dire on a une urgence climatique, quels sont les coûts environnementaux des choix technologiques qu'on fait et quels sont les gains. Est-ce que ça propose des opportunités pour la transition carbone? Et force est de constater que la 5G, alors le titre est un peu mangé, j'ai écrit tout en haut, la 5G oui ou non, ce n'est pas la bonne question.
En fait, sur la 5G, la question qu'il faudrait se poser, mais qui est valable pour l'ensemble des nouvelles technologies, c'est quels sont les usages? À quoi ça va servir dans la vraie vie pour améliorer le sort des Français, le sort des habitants de la planète et le sujet climatique? Là, pour la 5G, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Orange titrait encore, et je ne leur en veux pas, je leur jette pas la pierre, je ne suis pas là pour taper sur des acteurs en particulier. La 5G sera ce que vous en ferez, c'est ça leur slogan. Dit autrement, ils ne savent pas à quoi ça va servir. Quel est le coût environnemental? On ne sait pas, personne ne l'a publié. Et puis, par rapport à l'impact qu'on présume ou qu'on estime, ce serait quoi la meilleure stratégie de déploiement? On n'a peut-être pas besoin de déployer ça partout si au fond les seuls usages peuvent être localisés dans des usines ou le long de voies de chemin de fer si on veut proposer le RTMS, le GSMR ou le Wi-Fi très haute résolution pour les passagers du TGV. On ne connaît pas l'impact, mais bon, on déploie partout tout de suite. Alors à noter cette annonce de Stéphane Richard, c'est presque une bonne nouvelle ce que je vous montre là. Je vous ai remis le papier, vous l'avez peut-être vu passer dans le journal du dimanche de Stéphane Richard il y a quelques semaines. C'est presque une bonne nouvelle parce qu'au fond, on a un président d'une grosse industrie qui a une pression pour s'exprimer en public sur des sujets environnementaux dans un journal grand public. Ça, il y a 20 ans, par rapport à une technologie. Donc ça, il y a 20 ans, c'est juste inenvisageable. En tout cas, beaucoup plus rare. Donc là, le fait que, et puis quand il donne les chiffres, donc il y a un certain nombre d'arguments qu'on pourrait déconstruire, on pourrait déconstruire une grosse partie de l'article, mais enfin, des arguments qui sont incomplets ou qui ne sont pas présentés de manière totalement objective. Mais le chiffre de 4% de consommation d'émissions de gaz à effet de serre liées au système numérique, il est pas remis en cause. C'est un chiffre qui reprend à son compte. Pour ensuite dire que le sujet est ailleurs, et plutôt sur les terminaux que sur le réseau, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, les opérateurs, de tout temps, ils ont fait des simulations, comme dans l'électricité, de prédiction de consommation et d'usage pour pouvoir adapter leur réseau de manière anticipée. Là, les chiffres, ils sortent pas, on les voit pas. Donc les opérateurs, je les interpelle un peu. S'il vous plaît, si, comme vous le dites, la 5G va faire des économies de CO2, parce que pour l'instant, c'est ce qui est raconté, que ça va, à l'octet transféré, ça consomme 10 fois moins. Mais avec ce satané effet rebond, évidemment que la consommation énergétique, elle va augmenter, puisque les antennes 5G ne vont pas éteindre des antennes 4G, tant qu'il y aura du parc de terminaux 4G installés de manière structurelle. Donc ça va augmenter. Donc les opérateurs, publiez vos chiffres s'ils sont si positifs que ça. Et enfin, je l'ai déjà dit, donc cette slide-là, c'est plutôt une posture personnelle, donc qui ne sera pas forcément reprise dans le papier. Donc ne sortez pas de cette réunion, s'il vous plaît, en disant « Ah, le shift a dit qu'il y avait un déterminisme technologique ». Donc cette slide-là est une position personnelle. Je considère que l'annonce de M. Macron, que vous aviez entendue en septembre, qui a dit « Je ne crois pas au modèle Amish », et nous déploierons la 5G parce que la 5G est nécessaire, parce qu'on a besoin des technologies du futur pour résoudre les problèmes de la civilisation complexe actuelle. Moi, je considère que c'est grave, en fait. C'est-à-dire que le raisonnement consiste à dire, si vous êtes contre la 5G, c'est donc que vous êtes un Amish, en tout cas, c'est donc que vous êtes réactionnaire, c'est donc que vous êtes contre le progrès. Et du coup, ça fait deux choses. Instantanément, ça polarise le débat. Il n'y a plus de place pour le nuancier intermédiaire, la stratégie de déploiement dont j'ai parlé, la vitesse de déploiement, les véritables usages qu'on peut identifier pour les localiser et voir où ça apporte véritablement de la valeur au quotidien des Français et des citoyens. Et puis, du coup, il n'y a plus de débat démocratique, puisqu'au fond, la question est réglée. Si vous êtes contre, vous n'avez rien compris, vous êtes réac. Donc ça, moi, je considère que c'est sérieux. Et du coup, vous n'avez plus cette possibilité de ce qu'on est en train de faire ce soir, au fond, parce qu'au fond, là, je suis en train de vous raconter une histoire, mais je ne peux que vous conseiller d'être critique dans tout ce que j'ai dit. Critiquez tout ce que j'ai dit et posez des questions et dites que vous n'êtes pas d'accord. C'est ça, le débat démocratique qui fait avancer le sujet. Enfin, pour terminer, en quelques minutes, et puis Thierry, tu n'hésiteras pas à me couper si je suis au bout du timing, il me reste quelques slides. Peut-être le rôle des ingénieurs et sa chance. J'ai la chance d'avoir un public plutôt d'ingénieurs, de techniciens, ou en tout cas de gens qui ont fait des études supérieures. Peut-être le rôle de l'ingénieur.
je vais peut-être redire des lapalissades, mais au fond, l'innovation récente, c'est on invente des choses parce qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'en quelque part, on teste tout dans tous les sens, puis on regarde s'il y a des business plans de start-up qui peuvent émerger. Je caricature à outrance, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui font pas ça, mais il y a quand même cette forme de on innove parce qu'on peut aujourd'hui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est revenir plutôt à l'innovation historique, c'est-à-dire orientons l'innovation sur des choses qui sont utiles par rapport aux problématiques qui nous sont posées aujourd'hui. Peut-être ça n'a pas d'intérêt de connecter une poêle à frire à Internet pour qu'elle nous dise quand elle est trop chaude et que son téflon commence à s'user. On pense aussi qu'il faut réorienter de manière massive l'innovation en la fléchant de manière environnementale autour des sujets de ressources. Et donc là, on peut discuter low-tech, on peut discuter économie de la fonctionnalité, on peut discuter résilience, on peut discuter arbitrage dans nos systèmes énergétiques de production, etc. etc. Donc l'innovation, on considère que ce n'est pas une fin, que c'est un moyen, et qu'il faut passer de la situation de gauche. Donc le taxi volant, première expérimentation de taxi volant prévue à l'été à Paris, hein. Donc aujourd'hui, l'innovation, il faut que ce soit high-tech, il faut que ça réponde à une envie, même que ça crée des nouveaux besoins. C'est forcément technologique. Nous, on pense que l'innovation, ça devrait être des choses fiables, résilientes, plutôt robustes et sobres en énergie et en matière, et qui répondent à des véritables besoins identifiés dans le contexte climatique qui nous est posé. Et du coup, la photo de droite, avec une espèce d'autoroute vélo qui permettrait à des gens d'aller plus facilement travailler le matin en émettant 0 carbone, bah, ça peut faire partie des choses qu'on privilégie aussi dans nos préconisations quand on analyse la systémique carbone. On constate quand même, quand on discute avec les étudiants, les ingénieurs, au-delà du manifeste pour un réveil écologique, qui fait quand même bouger les critères de recrutement dans les grandes entreprises, hein, ça a eu beaucoup d'impact. Donc les étudiants continuaient, ça a de l'impact. C'est en train de changer parce qu'au fond, les étudiants veulent de plus en plus des écoles dans lesquelles la formation autour des questions énergie-climat, qui sont historiquement très très peu présentes, vous le voyez dans le camembert, en majorité dans les formations initiales et dans les études supérieures, deviennent de plus en plus prégnantes et structurellement présentes dans les programmes des écoles ingénieurs, des écoles de commerce, des DUT, etc., etc. Donc les étudiants veulent donner du sens à leur métier futur et veulent qu'on les forme sur ces questions parce qu'ils ont bien compris qu'ils vont avoir à faire face à un monde qui sera différent et qui prendra des réflexes différents. 2 slides pour terminer. J'espère que vous avez tenu jusque-là. Il faudra que j'aille prendre un verre d'eau si je n'avais pas pris de l'eau. Alors moi, quand je suis rentré en école d'ingénieur à Télécom Paris, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'appelait Éric Delamarre, pour ceux qui le connaissent peut-être, qui était mon directeur de la formation initiale, qui nous a dit « mais c'est quoi un ingénieur? C'est quelqu'un qui fait des trucs qui marchent ». Donc ça m'a beaucoup servi parce que quand on me demande ce que je fais, je dis je fais des trucs qui marchent. Mais pas que, c'est-à-dire qu'au fond, je pense que le rôle de l'ingénieur est amené à évoluer. J'en discutais ce matin avec le CEA et une manager d'une grosse partie des équipes du CEA, où il commence à introduire des questions environnementales et au fond la question du pourquoi. C'est-à-dire que l'ingénieur, historiquement, il a travaillé sur le comment, c'est-à-dire comment tu pourrais me faire passer 10 fois plus de données avec des ondes électromagnétiques pour que je puisse inventer des choses nouvelles. Donc les ingénieurs, ils ont beaucoup travaillé sur le comment. Et là, je pense que ce serait intéressant qu'ils travaillent aussi sur le pourquoi, c'est-à-dire qu'ils se questionnent sur, mais au fond, pourquoi on me demande de faire ça? Pourquoi on me demande d'inventer tel produit ou tel composant qui a ce type de performance? Alors, ça perturbe les organisations, hein, parce que c'est pas du tout un réflexe historique, puisqu'au fond, on te dit, non, c'est ça qu'on te demande de faire, on te demande pas forcément de réfléchir à ce à quoi ça va servir. Mais je pense que ce serait intéressant, parce que ça permettrait finalement d'être un ingénieur citoyen, c'est-à-dire de faire le lien entre ce qu'on fait au quotidien dans son travail et puis ce au quoi on est confronté en rentrant à la maison, avec ces 3 enfants qui sont tous devant un smartphone peut-être ou autre. Peut-être faire savoir
ces personnes aussi, je pense que les ingénieurs parlent trop peu dans les médias, dans un moment où on questionne en fait le fonctionnement de notre monde. Donc je pense qu'on a des débats télévisés, alors c'est pas que de la faute des ingénieurs, mais enfin, où il y a un acteur politique, de temps en temps un chercheur, et puis un grand industriel, et puis on prie pour que le débat ne se polarise pas, quoi. Avec un acteur médiatique qui a souvent pas tellement réfléchi à la question, hein. Donc je pense que dans les médias, au-delà de fait qu'ils ne jouent pas complètement leur rôle aujourd'hui, il y a un énorme travail pédagogique à faire. La Convention citoyenne pour le climat l'a montré, hein, ça s'est polarisé tout de suite, alors qu'il y aurait pu avoir un travail pédagogique énorme qui aurait été fait par les institutions, l'État et les corps intermédiaires pour expliquer c'est quoi les mesures, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça permet de faire ou pas, c'est quoi la ligne de plus grande pente, c'est quoi les arbitrages qui ont présidé, les principes qui ont présidé aux choix qui sont proposés, etc., etc. Au fond, les ingénieurs, je pense que ça fait aussi partie des maillons qui font parler les gens qui pensent, donc les comités de direction, les directions marketing des grandes entreprises, et puis à l'autre bout, les gens qui fabriquent les objets. Donc si on veut rétablir le dialogue, celui qui sait à la fois discuter avec le commanditaire et puis l'usine qui fabrique, je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à dire sur à quoi servent effectivement les objets, comment ils sont fabriqués et où sont les équilibres environnementaux et économiques. Et puis enfin, l'ingénieur, il a toute une palette de méthodes de travail qui peuvent complètement changer les choses. Moi, je fais pas mal de design thinking et d'agilité ces dernières années, qui prônent l'amélioration continue, le lean. En France, on a des méthodes. On est regardé dans le monde pour ça aussi, notamment, on est des gens qui savent optimiser sous contrainte. Pour vous donner un seul exemple, il y a 15 ans, la SNCF recevait des équipes japonaises et puis ils étaient très étonnés qu'on répare les câbles caténaires quand ils étaient arrachés en France. Eux, ils changeaient quand c'était arraché, ils changeaient 40 km de câbles, alors que nous, on faisait des rustines, on réparait des bouts de câbles de caténaires. Bon, aujourd'hui, ils font comme nous, hein, parce que l'acier est de plus en plus cher. Mais quelque part, on optimisait sous contrainte, on avait moins d'argent, on ne pouvait pas se payer, donc on trouvait des moyens de réparer l'infrastructure pour faire face à des contraintes techniques et économiques. Et on a un historique de savoir faire ça. Dernière slide, 3 lectures. Je vous propose des lectures parce que les lectures, c'est un moyen sans écran, sans numérique, de s'ouvrir au monde et de vivre plusieurs vies et de réfléchir à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, le livre que je viens de lire qui m'a absolument passionné, que je vous recommande, qui s'appelle Éloge du carburateur de Matthew Crawford, qui est un essai, mais qui est très bien raconté. Donc c'est un philosophe qui a travaillé dans un think tank, qui a tout plaqué pour monter une usine, un atelier de réparation de motos, et qui explique pourquoi la dichotomie col bleu, col blanc n'a pas de sens en fait, et qu'il y a un certain nombre de métiers artisanaux non délocalisables et résilients qui sont hautement intellectuels. Je vous en recommande la lecture, c'est bourré de références, et ça a nourri tout un tas de textes actuels, hein, même si ça date des années 80, donc je vous recommande absolument ce livre. Factfulness, de Hans Rosling. Donc ça, c'est un livre qui décrit l'ensemble des biais, les 12 biais principaux qui nous empêchent de vraiment objectiver les faits et qui nous empêchent de réfléchir et d'aller chercher les faits. Donc c'est un livre qui permet véritablement, quand on creuse un sujet, c'est à ne pas s'arrêter avant d'avoir un paysage cohérent devant soi et le plus objectif possible. Et puis enfin, sur une dimension plus romanesque, mais absolument fondamentale pour moi, le dernier roman d'Alain Damasio, mais vous pouvez lire les précédents, hein, La zone du dehors ou La horde de contrevent, qui s'appelle Les Furtifs, qui est de la science-fiction, mais de la science-fiction 2040 politique. Puisque pour Alain Damasio, la science-fiction, c'est un acte politique qui décrit la société de la trace où tout le monde est tracé, hein, ce qui est notre cas avec notre smartphone, on est tracé au quotidien, et cette forme d'aliénation volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui nous met un pistolet sur la tempe pour qu'on achète un téléphone. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est plus subtil que la dictature de 1984. Au fond, on a une espèce d'aliénation volontaire, moi le premier, où on va sur des services et des réseaux sociaux parce qu'on y trouve quelque chose, mais qui contribue à nous aliéner. Et puis, c'est une belle histoire d'amour. Voilà, je vous remercie, je suis à disposition pour vos questions. Écoutez, merci Xavier pour cet exposé passionnant. Je crois que vous avez su effectivement nous présenter le sujet principal de cet exposé, mais aussi nous ouvrir l'esprit sur un petit peu tout l'environnement, si je peux prendre ce terme, mais au sens vraiment large, y compris philosophique, de ce sujet. Je dois dire que
Et c'est vrai que ça nous touche. Bon, vous avez dit tout à l'heure que, à titre personnel, on y est pour à peu près 25%, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc, je crois que demain, nous pouvons, chacun d'entre nous, même si effectivement notre électricité française est bien décarbonée, nous pouvons aussi agir là-dessus. Et puis, vous avez mis le doigt aussi sur, je dirais, sur nos contradictions. Hein. Moi, ce que je dois dire, moi, personnellement, je suis très content d'afficher que l'ordinateur sur lequel je travaille, il a 10 ans et j'espère bien le faire durer encore. Et je l'ai même racheté à mon fils à l'époque, donc il a même plus que ça. Mais à côté de ça, depuis une quinzaine de jours, la fibre optique est arrivée chez moi et j'en suis bien content parce qu'elle me permet de suivre ce genre de conférences, ce qui m'était absolument impossible auparavant, sauf à aller chez un ami qui en disposait ailleurs. Donc, beaucoup de contradictions, effectivement, et il faut qu'on arrive à faire avec ça. Donc, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Thierry qui va gérer les questions que votre exposé a fait. Vous avez bien dit tout à l'heure que vous attendiez aussi les critiques sur ce que vous avez dit. Donc, moi, j'invite tous les participants à réagir pour faire progresser notre débat. Je vous demande juste 30 secondes, je vais me chercher un verre d'eau, donc je vous laisse préparer les questions, j'arrive. Oh, oui. Allez-y, n'hésitez pas à poser les questions. Il y en a déjà quelques-unes, donc pas de souci, il n'y aura pas de temps mort quand Xavier va revenir après s'être désaltéré. Thierry, est-ce que tu prends aussi des questions orales pour des personnes qui lèveraient la main? Je peux aussi. Est-ce que tu en as suffisamment aujourd'hui actuellement pour Là, il y en a suffisamment et puis ça tombe, donc pas de souci. D'accord. Juste, alors, une première question qui fera plaisir. Thierry. Oui. Thierry, c'est Jean Lisa à l'appareil. Je suis dans le TGV et j'ai suivi 95% de la présentation de Xavier. Merci beaucoup à Xavier. C'est très, très intéressant et c'est la preuve qu'avec de la nouvelle technologie, on peut quand même rester connecté. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci. Alors, une première question, Xavier, qui va vous faire plaisir, c'est: est-il possible en tant qu'étudiant de rejoindre ou aider le Shift Project, et si oui, comment? Ouais, merci pour la question. Donc, il y a, à côté de l'association Shift Project, il y a une autre association qui s'est montée, qui s'appelle les Shifters, donc qui relaye et promeut les idées du Shift, et puis qui est une énorme communauté qui a des dizaines d'inscriptions chaque semaine, qui est sur un trend exponentiel de nombre d'adhésions. Et du coup, qui est une communauté extrêmement intéressante parce que elle aide en fait à traiter des sujets, à chercher des données, à relayer des questionnaires, à animer des débats, à se poser des questions, à animer des fresques du climat, etc., etc., etc. Donc je vous invite à aller sur le site des Shifters. Je vais vous retrouver l'URL pour voilà, devenir shifter et puis apporter votre contribution à SNCF, on dit dans les territoires, mais de manière aussi locale. Donc voilà. Et voilà, pour en avoir entendu parler, il y a une très bonne ambiance. Et ça plaît en général aux ingénieurs parce que c'est relativement structuré. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais les shifters, voilà. Une seconde question, ou plutôt remarque: il me semble que la 5G n'est pas nécessaire pour les voitures dites autonomes. En fait, deux familles de standards sont actuellement en compétition: un protocole basé sur des antennes Wi-Fi embarquées sur les véhicules et un autre protocole basé sur des antennes de réseau mobile. En définitive, l'importance de la 5G pour la conduite assistée relève moins d'une nécessité technique que d'un choix institutionnel qui s'effectuerait probablement au niveau européen. Oui, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis pas un spécialiste de la voiture autonome. Il y a plusieurs niveaux dans cette histoire. Il y a évidemment pour la sécurité de la voiture, ça sert à rien d'avoir la 5G parce que la voiture doit être capable de garantir sa sécurité à tout instant et de détecter les voitures qui sont autour. Simplement, quand ensuite on veut optimiser le trafic, et je vais vous donner un seul exemple. Avant, les algorithmes type Waze ou Google Maps, ils vous disaient de sortir de l'autoroute quand l'autoroute était congestionnée. Aujourd'hui, ça vous a peut-être, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. En fait, j'avais bien vu qu'il y avait un bouchon, il me disait pas de sortir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des phénomènes qui se passaient où tout le monde sortait de l'autoroute en même temps
et se retrouvaient à faire bouchonner la nationale ou la départementale qui n'avait absolument pas la capacité d'absorption nécessaire. Donc en fait, on a modifié les algorithmes où on ne vous dit pas qu'il faut sortir. Et du coup, si vous sortez quand même, en général, vous êtes gagnant. Donc quand vous voulez faire de l'optimisation globale du trafic, vous êtes quand même obligé de faire remonter de l'information locale à un niveau global agrégé pour optimiser globalement votre système circulation dans la ville à l'heure de pointe. Voilà, j'en dirai pas plus parce qu'ensuite je ne connais pas les différents protocoles. Toujours est-il que de toute façon, si on veut mettre en place cette ville intelligente et qui est full connectée, il faut des antennes tous les quelques dizaines ou centaines de mètres. Voilà, quelle que soit la technologie d'antenne derrière. Une autre question, vous alertez à juste titre sur l'effet rebond et la tendance consommatrice de l'IT qui pose un problème si l'électricité est carbonée, mais qui peut sembler moindre, voire faible, pour un mix décarboné, au-delà de l'énergie grise importée. Par contre, l'IT, c'est de l'accroissement de l'information, donc une diminution d'entropie. L'IT est donc une machine frigorifique dans la classification thermodynamique dont l'efficacité ne peut qu'être pénalisante d'après le second principe. Pourquoi n'abordez-vous pas le problème par cet angle beaucoup plus universel que les aspects comportementaux toujours discutables? Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question peut prendre la parole à l'oral et peut-être préciser l'intention là. Est-ce que je peux? Voilà. Alors, je vais essayer de la retrouver. Oui, je suis là. Vincent Mazoric. Allez-y, Vincent. Oui, le point est que je vous remercie pour cette présentation. Je pense qu'elle est assez édifiante par elle-même sur les risques à la fois déjà actuellement et éventuellement d'une croissance non maîtrisée pour le futur. Mais si à un moment donné, bon, vous posez quand même aussi la question de tout ça, pourquoi faire, quel est le besoin, quels services on va rendre, etc., etc. Et finalement, tout ça a à voir avec le rôle de l'IT, c'est de procurer de l'information. Or, l'information, plutôt l'accroissement de l'information, c'est une diminution d'entropie. Ça, on le sait depuis Boltzmann. Et donc, finalement, un ordinateur ne fait que... C'est une machine frigorifique en ce sens qu'elle extrait de la chaleur d'un compartiment en donnant de l'information et elle le fait en pompant de l'énergie finale sur un système électrique. Donc, c'est un frigo, si je le fais comme ça. Et un frigo, ça consomme plus que ça produit de froid. Et donc, à un moment donné, je pense que ça, c'est une réalité qui est vraiment universelle, puisqu'on ne peut pas violer la thermodynamique. Enfin, je pense que dans cette audience, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors que j'ai toujours du mal avec l'effet rebond, parce que l'effet rebond peut être contraint par des forfaits qui sont plus avec des forfaits Internet, par exemple, qui ne sont plus non bornés, enfin, je ne sais plus comment on dit, etc., etc. Donc, surtout si on arrive à anticiper l'effet rebond, on a quand même tous les moyens de le contraindre. Et puis, la deuxième faiblesse, c'est pas une faiblesse, mais la deuxième chose, c'est que si vous êtes dans un monde d'énergie décarbonée, parce qu'on a libéré le nucléaire, parce que le renouvelable, on sait le faire fonctionner, enfin, on peut toujours rêver. Mais à ce moment-là, je ne vois pas en quoi il y a un problème à avoir un usage infini de l'énergie. Donc, à mon avis, il faut quand même à un moment donné invoquer l'usage et l'information et le fait qu'on ne peut pas finalement disposer d'une information infinie parce qu'elle va forcément être pénalisante sur l'énergie qu'elle va consommer. Ouais. Alors, je vais faire deux types de réponses. Alors, il y a trois éléments. Donc, ça va peut-être pas vous satisfaire, mais c'est les éléments auxquels ça me fait penser, parce que vous serez meilleur physicien que moi. L'élément 0, je le redis, c'est qu'on ne peut absolument pas négliger toute la partie fabrication, toute la partie amont. Donc déjà, si on regarde juste la production d'informations à l'instant T, on néglige une partie structurante du problème. Donc je le redis, ça c'est absolument pas négligeable. Le deuxième élément, c'est qu'au fond, quelle que soit l'approche, à la fin, on aboutit sur un système de contraintes. Puisque qu'on parle des usages ou qu'on parle de thermodynamique, à la fin, il faut se dire comment je contrains mon système pour qu'il ne dépasse pas
tel niveau d'entropie ou tel niveau de perte d'énergie. Donc, d'une certaine manière, je pense que ces deux trucs-là se rejoindraient, puisqu'au fond, nous, ce qu'on dit au Shift, c'est par euro investi, est-ce que j'ai intérêt à investir des euros dans des achats de fréquences ou de la fabrication de terminaux de 5G pour résoudre le problème du climat, ou plutôt à investir dans l'efficacité énergique des bâtiments? Entre les deux, on a une petite idée sur la question. En tout cas, à partir du moment où on se met sur un système contraint, pour des raisons physiques, pour des lois de la physique qui sont énergétiques ou thermodynamiques, on se met de toute façon à se poser les bonnes questions. Et puis enfin, le dernier élément, c'est Isaac Asimov là-dessus. Dans les années 70, on nous a longtemps promis, c'est toute la dimension cyberpunk des années 70. C'était Asimov, il a quand même écrit, il avait imaginé tout le système de la visio, et il disait ça va être génial, on va avoir accès à une information incroyable. Du coup, tout le monde va être super éduqué parce que tout le monde aura des cours qui seront à disposition gratuitement, qui seront donnés par des professeurs à distance ou préenregistrés. Donc, il avait imaginé tout ça. Mais aujourd'hui, on est en train de dépasser ça parce qu'on s'aperçoit que pourquoi on continue à tirer des câbles transocéaniques entre la France et les États-Unis, c'est pour faire passer des vidéos de chats ou de la petite nièce qui a fait sa dent à l'autre bout de la planète. Donc, nous pourrions discuter à loisir du véritable contenu informationnel qui circule dans les tuyaux actuellement. On ne peut pas faire abstraction de... c'est pas juste un calcul de quel est le volume informationnel qui est transmis, quoi. C'est quand on regarde l'information qui est produite, malheureusement, nos systèmes techniques aujourd'hui ne contribuent pas totalement à nous rendre plus intelligents, quoi, ou à nous rendre plus éclairés sur les sujets auxquels on a à faire face. Deux questions qui se regroupent et que je vais te poser en même temps, parce qu'elles sont assez voisines. La première, l'aspect fiabilité du numérique n'a pas été évoqué. Pourtant, que serait le monde dans un numérique en panne? Et une deuxième qui me semble pas très éloignée, une question non abordée, le sujet de la cybersécurité de la 5G. Est-ce que les risques d'attaque virale et de fuite de données sont-ils plus importants? Ok. Donc, je vais répondre à la deuxième en premier, cybersécurité. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que la sécurité a vu ces 30 dernières années des exigences croissantes. Pourquoi? Parce que le numérique est partout. Donc, si on ne fait pas attention, avec le numérique, on peut éteindre une centrale thermique. Si on ne fait pas attention, on peut éteindre des distributeurs de billets automatiques. On peut truander le système. Donc, dans la mesure où la 5G va aider à ce que le numérique soit partout, ça va évidemment encore augmenter le risque de sécurité, qu'il soit local pour une entreprise ou nationale. Mais ni plus ni moins que le reste. Ça participe juste de cette hégémonie numérique. Et puis sur la fiabilité, c'est une très bonne question. Il y a deux vents contraires qui s'opposent. Il y a un sujet de résilience en fait. C'est-à-dire que quand vous mettez, pour vous donner un exemple, quand vous mettez un fichier sur Dropbox ou dans le nuage, qu'est-ce que fait votre opérateur à distance? La première chose qu'il fait, c'est qu'il duplique le fichier 2 fois, 3 fois, 5 fois, pour être sûr que s'il a un souci sur son data center 1, il va quand même pouvoir continuer à vous servir la donnée. Donc si on veut de la résilience et de la robustesse dans le numérique, il faut une forme de redondance, passive ou active. Et du coup, ça va en contradiction directe avec une forme de sobriété qui consisterait à dire, à l'autre bout de la chaîne, finalement, si j'ai la fibre optique disponible chez moi et une antenne 4G, est-ce que j'ai pas intérêt à n'en choisir qu'un seul? Puisque avoir deux systèmes, une box plus un téléphone ou un routeur qui sait se connecter en 4G ou en 5G, je vais avoir deux systèmes au vieux d'un, donc c'est pas très sobre. Donc il y a cet équilibre à trouver entre les deux, et c'est une très bonne question. Et du coup, la réponse d'après, c'est quel est le niveau de service qu'on accepte. Vous avez discuté délestage juste avant que je prenne la parole, qui est un exemple très intéressant, c'est-à-dire que pour le coup, EDF a pris ces questions, je parle en ancien franc, très, très au sérieux depuis des dizaines d'années. La résilience, elle fonctionne. Quand le système est en partie inopérant et qu'on n'a plus l'équilibrage de charge, on sait éteindre une partie du système pour que ça continue à fonctionner pour le reste des utilisateurs. Donc dans le numérique, il y a toutes ces questions-là à adresser qui sont devant nous. On peut être quand même résolument optimiste par rapport à la phase d'abondance qu'on vient de vivre, où finalement on a tous
peut-être un disque dur à la maison partagé, 3 appareils au vieux d'un, un vieux téléphone dans le placard au cas où il y en a un qui tombe en panne, je pense qu'on pourrait sensiblement, et c'est tous les scénarios du chiffre qu'on a tracés et qu'on va remettre à jour, on a des scénarios de sobriété où on a un peu moins d'appareils, et en allongeant leur durée de vie de manière substantielle, on réduit de manière quand même relativement drastique les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a une ligne de crête entre les deux pour continuer à être suffisamment résilient et même de plus en plus, tout en baissant significativement nos émissions de CO2 de manière structurelle. Cette ligne de force, elle existe. Alors, une question très concrète. Mieux appréhender concrètement la consommation d'énergie de nos appareils nous aidera à les utiliser moins. J'ai lu que regarder une vidéo en ligne, c'est comme mettre en route un four pour cuire son poulet. Est-ce que tu confirmes et as-tu d'autres exemples parlants de ce type? Ouais. Alors, merci pour la question. Alors, le premier point, c'est que malheureusement, on est beaucoup moins avancé que le nucléaire ou l'énergie. On a du mal à mesurer des watts et des CO2 et des kilogrammes de CO2 d'émissions. D'ailleurs, même le mix énergétique de l'ADEME qui est donné en contenu CO2, quand on regarde les papiers internationaux, il est questionné. Il y en a qui parlent plutôt de 90 grammes ou de 100 grammes par rapport à 60 grammes en énergie finale. Donc, vous le savez bien, mesurer tout ça, c'est très compliqué. Et le numérique qui démarre cette histoire, ça fait pas longtemps qu'on se met à vouloir mesurer les choses, on en est au tout début. C'est très compliqué de mesurer tout ça. En particulier sur les usages, vous avez deux types de modèles. Au fond, vous avez des modèles top-down qui partent de l'électricité consommée par tous nos appareils électriques, puis ensuite qui disent à l'intérieur des appareils électriques, c'est quoi les appareils numériques, puis à l'intérieur des appareils numériques, combien il y a de téléphones, combien il y a de PC, combien il y a d'antennes 4G, et puis le PC, est-ce qu'il est plutôt utilisé pour faire du mail et pour faire de la vidéo, et qui en déduisent comme ça combien ça coûte de regarder une vidéo en émission de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est les modèles top-down. Puis après, vous avez des modèles bottom-up qui, à l'instant T, pour regarder une vidéo et dire pour ça, vous avez besoin d'un PC, vous avez besoin qu'il ait été fabriqué, vous avez besoin d'électricité, et qui vont refaire le calcul dans l'autre sens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à date, aujourd'hui, ces deux modèles, top-down et bottom-up, ne convergent absolument pas. Parce qu'en fait, c'est très compliqué. Votre PC, il est utilisé pour plein de trucs, les équipements réseau intermédiaires également, les data centers aussi. Donc en fait, c'est pas du tout clair d'arriver à un consensus autour de la bonne mesure. Donc c'est pour ça que dans la presse, vous voyez des écarts, et je viens maintenant aux exemples, entre, je sais pas quoi, regarder de la vidéo pendant 1 heure, est-ce que ça émet 3 grammes de CO2 ou 3 kilos? Donc vous avez des écarts d'un facteur peut-être 50 à 100 pour des usages identiques. Donc le déterminant, c'est ça, c'est que les modèles ne sont pas encore bien matures, c'est en train de s'améliorer petit à petit, mais ça va prendre du temps, ça. L'exemple du four. Alors non, heureusement que un four, c'est peut-être 1000 watts, 1000 watts à l'instant T, heureusement que regarder une vidéo, c'est pas 1000 watts. Grosso modo, 1 heure de visio, c'est quelques kilomètres en voiture, donc c'est peut-être quelques centaines de grammes de CO2 émis, donc c'est absolument pas neutre, mais c'est pas non plus gigantesque. Pour autant, Netflix aujourd'hui, ça doit être 40% de la bande passante mondiale. Et puis, Netflix a augmenté ses émissions, quel que soit ce qu'ils en disent. Il y a eu des papiers qui sont parus là-dessus de manière exponentielle ces 3 dernières années. Donc, c'est toujours pareil, les petits rivières font les grandes mers, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Quand on cumule tout ça, ça devient macroscopiquement très fort. Dit autrement, avec le Covid, pour redonner un autre exemple, à l'instant T, c'était très intéressant de plus déplacer et de faire du numérique, parce qu'à l'instant T, on a économisé énormément de CO2 à plus déplacer, mais à cause de l'effet rebond, tous les Microsoft, les Zoom et autres, les acteurs du numérique ont investi massivement dans les infrastructures. Et donc, si on passe de plus en plus de temps devant nos écrans, à un moment donné, ça va devenir significativement important et ça va se rapprocher des chiffres de la mobilité. Il est encore loin de la coupe aux lèvres. Donc voilà, les usages, c'est pas facile à mesurer en synthèse, mais c'est très intéressant d'avoir des ordres de grandeur. Il y a des sites, je pourrais vous repasser un lien ou deux, où il y a quelques ordres de grandeur qui sont proposés, et même s'ils sont faux d'un facteur 10, ils fixent quand même une partie des idées.
Alors, une question qui s'adresse autant aux salariés de la SNCF qu'aux contributeurs du Shift. Bonjour, peut-on imaginer des wagons autonomes permettant de diminuer le nombre de camions sur l'autoroute en se groupant par train sur les trajets communs pour diminuer la consommation énergétique? Cette IoT ne serait-elle pas favorable pour le climat? Ouais. Alors normalement, je ne réponds pas en tant que SNCF, donc je vais faire une exception, parce que je ne suis pas payé par mon employeur à 19h47. Donc ça, ce que vous décrivez, hein, c'est le système du wagon isolé. J'ai travaillé au fret, donc je connais bien le sujet. Le sujet du fret, ce n'est pas un sujet technologique. Les pays qui ont massivement investi sur le fret ferroviaire, la Suisse ou autre, bah, en fait, d'une certaine manière, c'est un sujet politique et systémique. Aujourd'hui, ce qui se mange dans nos assiettes, pardon, je vais le dire autrement, un camion sur 3 qui circule fait circuler des choses qu'on mange. Donc notre alimentation au quotidien est fondée sur le fait qu'il y a du pétrole à disposition et un système de camions de transport. Nous pourrions décider demain de dire ça suffit, tout ça va passer sur des trains, il n'y a absolument aucune opposition technologique à basculer vers ce système. Ça pose des questions d'emploi, ça pose des questions de fiscalité, ça pose des questions d'investissement dans des plans de relance, mais enfin on vient de trouver 500 milliards d'euros du jour au lendemain alors que soi-disant on n'avait plus d'argent pour faire un plan de relance. Ce que je décris là est absolument pas de la science-fiction et relève d'une véritable planification politique. Et vous qui êtes dans le nucléaire, vous connaissez bien ces sujets de planification difficile à l'échelon politique et pourrait tout à fait se faire. Et à l'intérieur de ça, il peut y avoir de l'innovation technologique. Hein, moi, j'avais travaillé sur des expérimentations de mettre des tags sur les wagons pour les géolocaliser plus facilement. Mais ce n'est pas le cœur de la question. Le cœur de la question, il n'est pas technique, même s'il faudrait augmenter un peu les terminaux aéroportuaires, réouvrir des voies qu'on avait fermées ou réparer. Ça pose des questions, mais absolument rien d'insurmontable. C'est faisable, il suffit de le vouloir. Et pour clore, à moins que d'autres questions arrivent, mais pour clore et réouvrir un peu, je les avais gardées pour la fin. 2 questions posées par la même personne. Une question provocatrice, pourquoi agir si nous sommes seuls? Et une seconde, le rebouclage est-il macroéconomique ou uniquement sur les ressources? Et le document en consultation est-il disponible au public? Je suppose qu'il parle du document du Shift dont tu as fait, oui. Tu as fait état. Alors, je vais prendre les 2 dernières questions dans l'ordre. Redonne-moi la question sur le bouclage, s'il te plaît. Alors, le rebouclage est-il macroéconomique ou uniquement sur les ressources? Les deux. Les deux. Après, je ne peux pas en dire plus, mais je ne sais pas en dire plus. Mais évidemment, ça va s'appuyer massivement sur des flux physiques, mais ça va bien sûr chiffrer de manière macro où prendre l'argent et où l'argent va. Et qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Parce qu'on a la conviction au Shift que si on ne donne pas des contreparties aux perdants, il n'y a rien qui bouge. Vous avez peut-être entendu à ce titre, je vous recommande les vidéos de Gaël Giraud, qui n'est pas shifter par ailleurs, hein, mais qui décrit avec force détail la situation des banques actuellement, qui ont des actifs massivement pétroliers et charbon, qui si demain sont déclarés comme des actifs, sont des actifs gris aujourd'hui. Donc si demain on décide que le charbon et le pétrole c'est bientôt fini, ces actifs vont passer à zéro et les banques font faillite. Donc il y a tout un jeu où les banques sont coincées et du coup il faut trouver un moyen financier. Donc Gaël Giraud propose sa solution, hein, que la Banque Centrale Européenne rachète ses actifs et finalement que ça coûte zéro à tout le monde, hein, parce qu'elle a l'émission monétaire en face. Mais du coup, il faut trouver un moyen aux institutions bancaires de leur trouver une porte de sortie, parce que sinon elles agissent pour leur survie d'abord, personnelle, structurelle, institutionnelle, avant d'agir pour le bien commun. Donc ça, c'est voilà, c'est des dilemmes de prisonniers dont l'analyse systémique doit permettre de trouver des solutions pour les lever. Donc je vous renvoie aux dernières vidéos de Gaël Giraud là-dessus. La 3e question que tu m'avais posée, Thierry, parce que c'est lié, je pense. Oui, le papier, le rapport intermédiaire du plan de transformation de l'économie française est disponible sur le site du Shift. Sur le site du Shift, il y a tous les papiers qu'on a produits sur le numérique aussi, les 3 papiers. Et le papier sur la 5G est en train d'être écrit, reprendra les grandes lignes de ce que je vous ai écrit aujourd'hui. Et on vise une diffusion fin mars.
Et enfin, je reviens sur la première question qui a été posée, si tu veux me la redonner, Thierry. C'était la question provocatrice. Pourquoi Ouais. agir si nous sommes seuls? Ah oui, ah oui. Ah oui, alors là, il faudrait que je sois capable de citer Margaret Meadows qui disait toutes les révolutions, il ne faut jamais s'arrêter d'inventer à 3 ou 4 personnes au départ. Toutes les révolutions ont toujours commencé comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'imitation concurrentielle. Quand votre commune a une piscine ou une station d'épuration nouvelle génération, bah, finalement, la communauté de communes d'à côté ou la ville d'à côté dit « mais pourquoi pas moi ?» Donc en fait, il ne faut absolument pas négliger ce phénomène qui consiste à dire, si on veut être les premiers de cordée, pour reprendre une expression présidentielle, bah, on a toutes les capacités pour le faire, et puis ça va attirer des bonnes volontés et les idées seront reprises. Typiquement, la Convention, pour donner qu'un seul exemple, la Convention citoyenne pour le climat, alors en France, on pourrait dire que c'est un échec parce que l'État fait tout pour ne pas transposer la totalité et ne pas en faire un véritable débat démocratique, mais la Convention citoyenne pour le climat, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de pays qui sont en train de regarder pour faire la même chose parce qu'ils ont dit « waouh, c'est peut-être pas parfait, mais ça fait bouger les choses, ça c'est une super bonne idée ». Donc il y a, par rapport à ce principe de subsidiarité européen, il y a tout un tas de choses. On n'a pas besoin de demander à l'Europe pour décider demain qu'on va remettre les camions sur le rail et qu'on va isoler en priorité les bâtiments les plus consommateurs d'énergie. On n'a besoin de personne pour ça. On n'a pas besoin d'invoquer une exception environnementale par rapport au droit à la concurrence. Donc allons-y. Et en plus, ça va faire école. Et je le redis, pour limiter le désespoir, je vais le dire à titre collectif, pour que les gens se bougent, il faut qu'ils aient un véritable projet. Le projet qui est proposé aujourd'hui à tout un chacun avec des questions d'emploi, il n'est pas forcément ultra excitant. En plus, l'écologie, ça peut être punitif. Si on veut rendre ça sexy, il faut qu'on propose un projet collectif. Donc allons-y. Et une fois que les gens ils ont un projet et qu'ils savent comment agir, je peux vous dire que l'énergie, elle est décuplée. Donc c'est ça dont il est question. En tout cas, je suis très confiant par rapport à ça. C'est construisons un récit et retroussons les manches. Il n'y a rien d'impossible une fois que les planètes seront alignées. Ok, écoutez, Xavier, merci pour cette conclusion positive à cet excellent exposé. Là, je vous renouvelle toutes nos félicitations au nom du bureau de la SFEN Rhône-Loire quant à tout ce que vous avez apporté. J'espère que tous les participants qui étaient là aujourd'hui y ont trouvé leur compte également. Et puis, donc moi, je voudrais maintenant, pour tous, vous rappeler que nous faisons notre prochaine conférence aura lieu dans exactement 4 semaines, le jeudi 25 mars, et nous recevrons sur un tout autre sujet Bernard Bigot, qui est donc le président d'ITER, et qui viendra nous parler à la fois du projet ITER à Cadarache et puis globalement de la fusion nucléaire. Donc un sujet relativement différent, mais qui, à ma connaissance, intéresse nombreux d'entre vous. Donc, écoutez, merci encore Xavier, merci à vous tous pour votre participation, et puis donc merci aussi à Thierry pour toute l'organisation technique qui nous a permis de suivre cette conférence. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.